Monsieur Snyders, bonjour, et puis merci d'avoir répondu à notre invitation pour vous prêter à cette séance de conversation où on a envie de vous entendre parler de vous, de qui vous êtes, de comment, de ce qui vous a amené à la carrière que vous avez eue, parce qu'en sciences de l'éducation, vous êtes bien connu, on s'appuie sur vos travaux. Et là, on aimerait bien connaître le personnage que vous êtes et ce qui vous a amené à la carrière que vous avez eue. C'est avec un déplaisir certain que je me suis préparé à cette séance. Oui. Déplaisir dû essentiellement à deux raisons. La première, c'est que mon thème fondamental de la joie à l'école me paraît complètement ignoré de tous, que ce soit les élèves qui n'attendent guère de joie à l'école, que ce soit les profs qui en trouvent encore moins, que ce soit les réformateurs, et j'ai l'impression d'être tout à fait en dehors de la plaque actuelle. La seconde cause de déplaisir, c'est que mes livres font appel au marxisme, s'appuient sur le marxisme, les premiers de façon tout à fait évidente, les autres d'une façon un peu voilée, mais qui ne trompe personne, c'est-à-dire qu'au lieu de citer Marx, je cite Gramsci ou Ernst Bloch, qui sont des marxistes directs. Et le marxisme, aujourd'hui, naturellement, traverse plus qu'une crise. Certains parlent de son effondrement, je ne le crois pas, mais en tous les cas, ça me pose des problèmes quand je pense qu'un de mes livres s'appelle Il n'est pas facile d'aimer ses enfants, et que le dernier chapitre, qui avait même à l'époque fait frémir mes amis, s'intitule Le marxisme m'aide à justifier mon amour pour mon enfant. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est difficile à faire passer. Je lis tout de même Mein Kampf, ce qui me donne une grande supériorité sur beaucoup de gens qui n'ont jamais compris ce qu'était Hitler. Je vais y venir peut-être en un instant. Et donc, c'est la guerre qui éclate. Je veux tout le monde raconter cette anecdote. J'ai un camarade, d'ailleurs juif, ce qui ne change pas grand-chose à l'histoire, qui parie avec moi un déjeuner à la Tour d'Argent. La Tour d'Argent, c'est récemment bon. À la Tour d'Argent, que la guerre sera terminée en 3 semaines. Malheureusement, j'ai perdu mon pari. J'ai gagné mon pari, il a perdu son pari, parce qu'il était persuadé, n'ayant pas compris ce qu'était le nazisme, il était persuadé que dès que les Allemands verraient arriver les démocrates que nous étions, ils renverraient leur dictateur et termineraient la guerre. Nous ne connaissions, la plupart des gens, et surtout des juifs, mais même les non-juifs, ne connaissaient les nazis que par les anti-nazis. Et ils s'imaginaient que les Allemands supportaient dans la douleur l'hitlérisme. Ils cherchaient la première occasion de s'en débarrasser. La guerre a été atroce parce que les Allemands, un très grand nombre d'Allemands, ont adhéré de toute leur force à l'hitlérisme, l'ont défendu jusqu'au bout. Il a eu des succès énormes, il a fallu que le monde entier se coalise, et naturellement, ça a obligé à revoir beaucoup de positions, notamment sur ce qu'était la démocratie, la dictature, l'amour pour la démocratie ou pour la dictature. Donc, la guerre ne se termine pas au bout de 3 semaines. Je déjeune à la Tour d'Argent, mais pendant la drôle de guerre, et ça ne change pas la vie. Je me retrouve du côté d'Agen par la débâcle, comme la plupart des gens. Un peu de résistance,
Ça ne va pas très loin, je dois dire, faux papier, quelques missions, mais enfin, je ne m'engage pas beaucoup, je m'engage un peu. Je suis arrêté par la police allemande, à la fois comme juif et tout de même comme résistant, parce que la directrice de la maison des étudiants où j'habitais alors avait été convoquée à la Gestapo. On lui avait montré les portraits d'un certain nombre d'étudiants en lui demandant s'il les connaissait. Il y avait le mien, naturellement. Elle avait dit qu'elle ne me connaissait pas. Enfin, je suis arrêté. Et là commence le second épisode de ma vie. Si je le raconte en détail, mais je n'ai pas envie de le raconter en détail pour le moment, j'ai plutôt envie de continuer ma vie, puis je reviendrai sur Auschwitz peut-être ensuite. Donc, je suis arrêté, je suis envoyé à Drancy, et de là, je suis expédié, nous sommes expédiés à Auschwitz. Il était déjà très tard, les Américains avaient, je n'ai pas la mémoire des dates, je ne l'avais déjà pas, et maintenant je perds tout à fait la mémoire, il était déjà très tard, les Américains avaient déjà débarqué en France, j'étais dans un des derniers convois, et c'est pour ça que je suis revenu, parce que je n'aurais pas tenu plus longtemps, j'étais vraiment au bout de mes forces. Enfin, je reviens d'Auschwitz. L'étonnant n'est pas d'y être allé, l'étonnant est d'en être revenu. Et je cherche à trouver une raison de vivre, une joie de vivre. Il faut que je parvienne à unir ce que j'ai été avant et après. Il faut que je parvienne à unir le monde du bon élève, bon normalien, passant ses examens, heureux d'aller au concert, avec la cruauté, l'horreur, et en même temps le dévouement de certains grâce auxquels je suis revenu. Il faut que je parvienne à unir un monde qui s'est laissé aller à l'hitlérisme avec un monde qui a tout de même fini par se débarrasser de l'hitlérisme. J'adhère au PCF, au Parti communiste français, où je suis toujours. Ce qui est étonnant, ce n'est pas que j'y ai adhéré, parce qu'à ce moment-là, il y a eu une grande vague d'adhésion. On s'étonnait que les gens ne soient pas communistes. Maintenant, c'est le contraire. Mon originalité n'est pas d'y avoir adhéré alors, mais d'y être resté maintenant, avec une interruption au moment des événements de Hongrie. Non pas que j'ai été tellement choqué par la répression soviétique, mais j'ai été extraordinairement choqué par le mensonge qui faisait croire que tout allait bien, alors qu'il y avait toute une partie des Hongrois qui se révoltaient. Je n'étais pas sûr que les Hongrois qui se révoltaient avaient raison, mais en tous les cas, ce dont j'étais sûr, c'est qu'on nous avait caché leur existence, que c'était un mensonge, et j'en ai beaucoup voulu au parti. Je n'ai pas fait l'éclat, je n'ai pas repris ma carte, et puis peu à peu, je suis revenu à ce parti pour une raison qui me paraît très simple, qui n'est peut-être pas évidente, c'est que il existe. Il a tous les défauts, mais il a un mérite, c'est qu'il existe. Alors que beaucoup de partis charmants, comme le PSU, que j'ai assez bien connu vers 68, beaucoup de mouvements charmants qui n'avaient pas même, comment dirais-je, la même dureté que le parti, ont disparu sans laisser de traces. Alors, ce parti incarne pour moi tout de même encore l'espoir d'un monde rénové, et c'est le seul endroit où je vois une organisation structurée, forte, capable de travailler efficacement à un changement dans le monde, même si, pour le moment, c'est loin d'être évident. Je reviens d'Auschwitz, c'est assez difficile de revenir d'Auschwitz, on ne revient jamais d'Auschwitz. Je veux rappeler cette phrase d'un camarade. On
on sera guéri d'Auschwitz quand on aura assez de force physique pour rester debout dans le métro, même quand il y a des places assises, naturellement. Et quand on ne tremblera plus devant un uniforme, quel qu'il soit, même un uniforme de la RATP. Ça sera le signe qu'on sera guéri. Je veux rappeler cela, parce que cette phrase m'est revenue pendant que je rédigeais. Vous nous aviez annoncé que vous parleriez d'Auschwitz. Est-ce que vous souhaitez aborder cette période de votre vie, là, maintenant? Oui, je ne l'ai pas mis dans ma biographie parce que c'est un peu plus long. C'est un développement un peu plus long, un peu plus lourd. Je vais essayer d'en parler maintenant. Pour les plus jeunes, je rappellerai que Auschwitz, c'était un camp d'extermination. C'était destiné à être un camp d'extermination. Les autres étaient des camps de concentration, où naturellement beaucoup sont morts par suite des mauvais traitements ou des fusillades pures et simples. Mais Auschwitz, c'était autre chose. Hitler voulait, il a dit dans Mein Kampf, Hitler est un des rares hommes politiques qui ait tenu ses promesses, qui ait essayé de tenir ses promesses. Il a dit que s'il venait au pouvoir, il ferait tout son pouvoir pour exterminer les Juifs. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il en a exterminé beaucoup. Il en est resté, dont moi, il en est resté parce qu'à partir d'un certain moment, les nazis ont été pris dans une contradiction. D'une part, ils voulaient exterminer les Juifs. D'autre part, vers la fin de la guerre, quand je suis arrivé, il manquait de main-d'œuvre et ils voulaient se servir de la main-d'œuvre, même juive, en essayant tout de même de l'éliminer, c'est-à-dire de s'en servir jusqu'au moment où il l'aurait à ce point affaibli que les Juifs mourraient. Alors, si je suis revenu, c'est parce que j'ai été dans les derniers convois et, si j'ose dire, bénéficiaire de cette contradiction. Alors, je suis arrêté par la police allemande, je suis en prison à Montluc. On bombarde, à ce moment-là, les Américains bombardent Lyon. Nous sommes obligés de charrier les cadavres des Français et des Allemands interrogés par la Gestapo tout près de la gare de Lyon. C'est assez curieux, au bout de 2 jours, on promenait les cadavres d'un point à l'autre sans être du tout ému. Bon, c'est une parenthèse. J'arrive à Drancy, où donc on regroupait les Juifs avant la déportation. Je vais vous raconter une anecdote qui pour moi est importante. Drancy, c'était l'ancienne caserne des gardes mobiles. C'était une grande bâtisse dans laquelle je me promène. Elle était à ce moment-là administrée par des administrateurs juifs, sous le contrôle naturellement des nazis, mais on pouvait s'y promener assez librement. Et je tombe sur un piano. Je me mets à jouer ce que je savais par cœur, le 3e concerto, le début du 3e concerto de Beethoven. Et à ce moment-là, un administrateur entre et me dit « Vous ne devriez tout de même pas faire de la musique la veille du jour où vos camarades vont partir en déportation. » Je dis « Mais ce qu'on voit de déportation, j'en suis. » Ce qui l'a étonné. C'était la dernière fois, avant longtemps, que j'entrais de nouveau, je dirais, pas de plein pied évidemment, mais j'entrais en communication avec Beethoven, et pendant longtemps, je n'ai plus eu de contact humain avec la musique la plus élaborée et la plus haute. C'est resté pour moi le concerto de Drancy. On nous met dans ces fameux wagons à bestiaux qui vont à Auschwitz. Vous connaissez tous les wagons à bestiaux. Il y a des portes à glissière. Ces portes à glissière, elles ne peuvent pas se fermer doucement, comme la porte de nos appartements. Il faut la pousser très fort pour qu'elle se... Alors, un officier nazi la pousse,
ça fait un bruit qui est pour moi le bruit du destin, le bruit d'une vie qui finit, le bruit qu'on n'est plus dans le monde des hommes, c'est autre chose qui commence. J'étais à ce moment-là donc normalien, j'avais une licence de philo et j'étais couché comme les autres sur la paille. Je me prépare à la mort. Je me prépare à mourir. Je me rappelle tous les textes stoïciens, parce qu'il y avait le stoïcisme au programme de ma licence de philo, tous les textes sur la mort, parce que dans un wagon à bestiaux, en direction inconnue, que peut-on faire d'autre que de se préparer à la mort, que de penser à la mort? Je suis dans le non-engagement, dans le, comment dirais-je, dans la passivité de préparation à la mort. On arrive à Auschwitz au bout d'un certain temps et une partie des gens. Alors là, je l'ai vu dans un film, c'est assez curieux, je l'ai vu dans un film et je n'arrive plus à savoir si je l'ai vécu ou si le film était si bien fait que c'était comme ça. Mais je crois que les deux sont vrais. C'était un film américain. Les Américains savent faire des films. Alors, il y avait un officier allemand ici, un chemin qui menait à droite, un chemin qui menait à gauche, et suivant que l'officier tournait à droite ou à gauche, ça voulait dire que le détenu qui passait devant lui allait à la mort ou allait au camp pour travailler et ne mourrait pas tout de suite. Alors, je suis parmi ceux qui ne meurent pas tout de suite et qui vont travailler au camp. Et à ce moment-là, tout change. Parce que il ne s'agit plus de passivité. Il s'agit de tenir le coup. Il s'agit de montrer aux nazis qu'on n'est pas les sous-hommes qu'ils veulent et qu'ils pensent qu'on est. Le plus beau livre que je connais sur la déportation, c'est un livre qui n'est pas d'un juif, qui est d'un résistant, c'est Anthelme, l'espèce humaine, qui veut montrer l'unité de l'espèce humaine. Et effectivement, les nazis s'étaient persuadés, on les avait persuadés, ils voulaient nous persuader qu'on n'était pas de vrais hommes, qu'on était d'un stade inférieur. Ce que beaucoup ont pensé des Noirs pendant très longtemps, il n'y a pas de mystère à le dire, mais je dirais en plus dur, en plus cru. Enfin, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Alors, le problème, au fond, c'était de prouver aux nazis qu'on n'était pas des sous-hommes, qu'on était digne de l'humanité, ce qui n'est pas toujours commode. Il y a eu des moments où on s'est laissé aller. Et puis, il y a eu beaucoup d'efforts pour se maintenir propre, ce qui n'est pas commode, pour se maintenir digne, pour manger comme des humains. Il y a eu aussi de très beaux efforts de solidarité. Il y a eu quelques vols entre, on ne peut pas tout à fait le cacher, il y a eu quelques vols entre les détenus, il y a eu de très beaux mouvements de solidarité. Si je suis revenu, c'est parce que un camarade m'a recommandé au médecin de l'infirmerie et les deux, en m'aidant, en me donnant par exemple des moments de congé, des moments de repos, mettaient leur propre situation en péril. Parce qu'on ne pouvait pas s'occuper de tout le monde, on ne pouvait s'occuper que d'un petit nombre, donc un de plus, ça diminuait les chances des autres. Donc pour me recommander au médecin, celui qui l'a fait a diminué ses chances de survie. Notre problème était relativement simple. On entendait, depuis mon arrivée, je répète que j'étais dans les derniers convois, on entendait les canons soviétiques au loin. Et tout le problème était de savoir si les soviétiques avançaient ou n'avançaient pas.
Naturellement, on était en proie à une hallucination constante qui nous faisait croire que les soviétiques avançaient. Mais ils avançaient par étapes, par longues étapes, et en réalité, pendant longtemps, ils n'ont pas avancé. Pendant ce temps-là, il fallait essayer de tenir. Tenir, ça signifie deux choses. Ça signifie moralement prouver qu'on est un homme, et matériellement se nourrir. Parce que les nazis calculaient, je crois très sciemment, je dirais presque scientifiquement, juste de quoi nous faire mourir d'épuisement après avoir tiré profit de notre travail. D'épuisement physique. Et je mesurais avec ma main mon genou jusqu'au moment où mon pouce et mon petit doigt pouvaient se rejoindre tant j'étais mince. Et nous étions obsédés par ce problème de la nourriture, la recherche de la nourriture, parce que si on pouvait tenir jusqu'à l'arrivée des soviétiques, on était sauvés, sinon on était bon pour être gazés. À ce moment-là, je connaissais les chansons à la mode. J'avais une assez jolie voix, j'avais un sens musical, et mon capot était tzigane. Les tziganes ont été très décimés par les camps, mais il se trouvait qu'à ce moment-là, mon capot était tzigane. Il m'a entendu chanter, alors, il m'a fait chanter. Un jour, j'ai chanté pendant 1h30 devant des tziganes et des maesters polonais, en mélangeant ce que je savais de musique tzigane, de Liszt, de Brahms, de Strett, enfin... Bon, j'ai chanté pendant 1h30, c'est assez long quand on est... Et j'ai reçu en récompense un morceau de pain. Et je l'ai partagé avec un copain. C'est la plus belle action que j'ai faite de ma vie. Mais il y a une plus belle action. Les Juifs pieux, dont je n'ai jamais été, dont je ne suis toujours pas, jeûnent un jour par an, le jour de Kippour. Oh, c'est naturellement une coutume ancestrale, pénitence, repentance de ses péchés, etc. Les Juifs hongrois, qui formaient un bloc séparé, enfin qui était entre Hongrois, ce jour-là, ont refusé le repas de midi. C'est un geste extraordinaire. Dans un camp où tout le monde était à l'affût d'un peu plus de nourriture pour contenter sa faim, chercher tous les moyens, en général honnêtes, parfois pas tout à fait honnêtes, d'avoir un peu plus de nourriture, de se tenir un peu plus, de se sentir moins déprimé, moins dépendant de son corps, refuser la nourriture qu'on vous offrait, c'était un geste inouï qui s'est répandu dans le camp, qui a ému naturellement tous les détenus, mais qui a même eu une répercussion sur non seulement les capots, qui étaient finalement des détenus comme nous, mais même sur les nazis, et qui était justement cette affirmation d'humanité qui a été au fond notre bouée de sauvetage. Après quoi, oui, quand je suis venu au camp, on m'a demandé ma profession, il fallait remplir les papiers. Bêtement, j'ai dit que j'étais étudiant. Ils ont traduit bon à rien, évidemment, et ils m'ont mis à... Enfin, ils m'ont mis à mettre du sable dans une bétonnière.
dans le froid, mal vêtu, mal logé, etc., dans les conditions. Qu'est-ce que c'est qu'être un intellectuel dans un camp de concentration, dans un camp d'extermination? Qu'est-ce que c'est que la culture dans un camp de concentration? Pour tout le monde, il n'y a pas de monopole d'intellectuel, c'est essayer de ne pas tomber dans la bestialité. Chacun par ses propres moyens. Un de mes moyens a été la musique. Et le camarade qui m'avait recommandé au médecin, avec lui, nous avons essayé de chanter, de chantonner pendant des périodes de pause, ce que nous connaissions de Mozart, ce que nous connaissions de Fauré, ce que nous connaissions de la musique. C'était à la fois un moment d'oubli, et c'était surtout... Il y avait tout de même une tendance, je ne dirais pas à croire les nazis, mais à se laisser aller, à ne plus être vraiment des hommes. Quand on vous traite en sous-homme, il n'est pas commode de rester un homme, il n'est pas commode de rester cultivé, il n'est pas commode de rester intellectuel, il n'est pas commode tout simplement pour n'importe qui de rester vraiment un homme digne. Un homme, par exemple, je le répète, qui se lave dans des conditions difficiles, qui garde une apparence, qui ne se clochardise pas trop. Et vous voyez, chacun y arrive par ses moyens. Moi, j'y suis arrivé notamment par ce moyen-là, et aussi, il faut le dire, par beaucoup d'aides que j'ai rencontrées de la part de ce camarade, de la part des médecins, de la part de certains amis. Pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'ai, je crois, 75 ans, c'est-à-dire jusqu'à une dizaine d'années, je n'ai pas parlé d'Auschwitz à mes enfants. Et depuis, j'ai appris que beaucoup de déportés étaient dans mon cas. Mon fils a fait un bouquin pour me le reprocher. Parce qu'il pense, maintenant avec le recul du temps, que de lui avoir caché un épisode crucial de ma vie, un épisode qui a vraiment déterminé, comment dirais-je, le changement de mon être, un épisode où j'avais souffert, naturellement, cruellement, lui avoir caché tout cela, je dirais presque que mon fils pense que ça n'était pas honnête, que ça faussait nos rapports. Moi, je n'en ai pas parlé parce que, pour de multiples raisons, c'est pas très commode d'en parler. Maintenant, j'ai pris un peu de recul et j'ai encore du mal, vous voyez, vous l'entendez dans ma voix. Il y avait deux types de raisons. Je ne voulais pas apparaître comme un être trop faible, un pauvre type dont il faut s'occuper, qu'il faut consoler, etc., devant mes enfants quand ils grandissaient un peu. Et puis surtout, je ne voulais pas, je ne sais pas si j'ai eu tort ou raison, je ne voulais pas leur révéler la cruauté du monde. Je ne voulais pas leur, quand ils étaient petits, je ne voulais pas qu'ils vivent déjà la cruauté du monde. Quand on chante, je les prenais sur mes genoux pour chanter des chansons. Quand on chantait « J'ai du bon tabac dans ma tabatière », je disais « Il y en aura pour toi ». Oui, tu n'en auras pas. C'est idiot. Mais je voulais leur faire croire que le monde était bon. Quand on est venu à Paris, de Nancy, j'ai beaucoup souffert à l'idée que mes enfants, à être confrontés à la misère à Paris, même à cette époque, c'est aggravé depuis d'ailleurs, il est impossible de ne pas être confronté à la clochardisation, à la mendicité, etc. Enfin,
tant que j'ai pu, je n'en ai pas parlé de la misère et la cruauté du monde. Ce qui m'a amené à effacer de ma vie. Et il y a aussi une autre raison, évidemment, les combattants de 14-18. On m'avait dit que chaque dimanche, en famille, ils racontaient de nouveau Verdun, en changeant quelques détails, en rajoutant, ou en oubliant, enfin. Et bon, je ne voulais pas être comme ça. Mais combien de temps ils ont mis à pouvoir en parler aussi Ils n'en ont pas parlé tout de suite, je pense. Ils en Mais ont moi, parlé j'ai vraiment attendu très très longtemps. Ouais. Et maintenant, j'en parle. Maintenant, j'écris sur eux, sur cette période. Ça reste toujours difficile. Évidemment, on ne revient jamais. On ne revient jamais d'Auschwitz. On ne revient pas comme on était parti. Il y a quelque chose, il y a à la fois une confiance en l'homme qui a été brisée, et il y a à la fois le souvenir des moments de bestialisation qu'on ne peut pas oublier. J'y pense chaque jour, j'en parle le moins souvent possible. Au lycée et à l'école, tout m'intéressait en un sens. Je me demande maintenant en quelle mesure c'était de la gloriole, le désir d'avoir de bonnes notes et d'être dans les premiers ou le premier, et en quelle mesure c'était vraiment une joie culturelle que je ressentais. Je me rappelle pas mal de déceptions à l'école, et qui sont naturellement à l'origine de ce que j'ai essayé de faire ensuite, c'est-à-dire de les combler une fois que j'étais grand. Par exemple, ces déceptions, je ne sais pas si elle était là, moi. Quand il y a eu le cours de géologie, je me suis dit qu'on allait me parler de la terre et du sable. Il y a des choses qui, pour moi, la terre. Or, on ne m'a jamais parlé de la terre, on m'a parlé du micaschiste, je ne le connaissais pas. On ne m'a jamais parlé de ce que je connaissais, de ce qui m'intéressait. Quand, au cours d'électricité, on a dit qu'on allait parler de l'électricité, quand au cours de physique, on a dit qu'on allait parler de l'électricité, je me suis dit qu'on allait m'expliquer comment marchait la radio. On en est resté aux rayons convergents et divergents toute l'année. Et il y a eu une vague heure sur la radio, tout à fait à la fin, comme une espèce de cerise sur le gâteau. Mais l'école de mon temps, et je le répète, c'est un peu contre cela que j'essaie de réagir maintenant, avait un don extraordinaire de ne pas parler de ce qui pouvait intéresser les élèves de cet âge-là. Et ça, vous l'aviez remarqué tout de suite, ça vous avait marqué à ce moment-là? Je l'ai marqué à ce moment-là, que l'école me décevait souvent parce que les questions, notamment scientifiques, que je me posais, restaient sans réponse. Mes parents étaient essentiellement littéraires. Donc autant si je parlais de Beethoven, j'obtenais une réponse, autant si je parlais de la façon dont marchait le téléphone, c'était le silence. Alors, j'ai essayé de m'informer avec des bouquins, mais ça n'est pas très commode, et c'est tout de même plus parce qu'on ne peut pas montrer le matériel sur les bouquins. Je me rappelle que j'ai essayé de comprendre comment marchait une locomotive. Là encore, l'école ne parlait jamais, les locomotives à vapeur, vous ne connaissez pas ça parce que vous êtes trop jeune, si tout si. Oui, pour tous les enfants de ma génération, c'était un spectacle extrêmement saisissant. Et j'ai essayé de le comprendre.
avec des bouquins, puisque l'école n'en parlait jamais. Mais quand on n'a pas matériel en 3 dimensions, quand on est réduit à des photos, on est très vite amené à ne plus comprendre. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai dû abandonner. Vous habitiez à Paris? J'habitais Paris. J'aurais pu aller au musée des arts et métiers, mais mon père m'amenait plutôt au concert. Eh oui. Et la sexualité, c'était celle des phanérogames, et pas d'autres. Là encore, une grande déception dans ce que j'apprenais. C'est-à-dire? Ben, je pensais tout de même qu'au cours de Sciences Nat, on parlerait un peu des problèmes sexuels. Et en fait, de mon temps, je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Maintenant, naturellement, les jeunes ont d'autres sources d'informations, j'en avais aussi. Mais le prof de Sciences Nat ne parlait quasiment pas de la sexualité, si ce n'est celle des plantes et des animaux inférieurs, parce que ça avait moins de conséquences. C'était plus facile à expliquer, probablement. Alors, mes joies culturelles, j'en ai tout de même eu à l'école, il ne faut pas exagérer, en dehors du fait d'avoir de bonnes notes. Assez curieusement, la démonstration géométrique a été une de mes premières joies culturelles. J'étais meilleur en lettres qu'en maths, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas continué carrière scientifique. Mais quand on m'a appris qu'on pouvait démontrer avec une précision, une exactitude incontestable, un théorème, j'en ai ressenti une joie. Je ne suis pas Einstein, je ne me prends pas pour Einstein, mais je répète dans un de mes livres que Einstein a dit qu'une des grandes joies de sa jeunesse, c'est à 12 ans, quand on lui a démontré que les 3 hauteurs d'un triangle se coupaient au même point. En général, ça fait beaucoup rigoler les gens quand je dis ça, parce que ça n'est pas une des grandes joies de leur jeunesse. Je ne dirais pas que c'était une des grandes joies. Encore une fois, je ne me prends pas pour Einstein, mais j'ai tout de même ressenti à ce moment-là, ce qu'Einstein explique très bien, une certaine je n'ai pas ressenti le c'était à ce moment-là, j'ai ressenti une certaine puissance de la pensée de la vérité. J'ai senti qu'on pouvait dire des choses vraies et incontestables. Mes joies littéraires ont été assez lentes à venir. Et elles sont toujours restées d'ailleurs un petit peu secondaires dans ma vie parce que la musique me donne tellement plus facilement des joies que la littérature. Il me semble que mes premières joies littéraires ne sont guère venues avant la 3e ou la 2e, avec Pascal, avec Phèdre, que j'ai beaucoup aimé, un peu avec le Cid, mais j'avais beaucoup de mal à penser qu'une paire de gifles entraînait, mes parents ne m'ont jamais battu, mais j'avais beaucoup de mal à penser qu'une paire de gifles entraînait tant et tant de catastrophes. Alors, j'avais beaucoup de mal à transposer cet amour contrarié à ce que je connaissais, à ce que je vivais. Mais alors, Pascal, qui était à la limite de la littérature et de la philo, mais qu'on étudiait avant la philo, a été une de mes premières émotions littéraires, et aussi Phèdre, parce que c'est l'union de l'amour et de la culpabilité. Enfin, je ne dis pas que je l'ai ressenti comme ça à ce moment-là, j'en parle maintenant avec le recul, mais j'ai ressenti un amour extraordinairement violent et qui n'osait pas s'affirmer. Et cette contradiction de l'amour m'a ému beaucoup plus que les autres œuvres que j'avais lues. Mais les joies de la musique étaient au premier plan, et toutes les joies que j'ai imaginées ensuite, y compris les joies de l'amour d'ailleurs, je les vois toujours un peu sur le mode de la musique. J'ai déjà dit pour l'école,
Mais la joie, c'est toujours un peu pour moi, je reviendrai j'espère tout à l'heure en parlant un peu plus longuement de la musique. Les joies, c'est toujours un peu la joie de la salle de concert. L'école a deux fonctions. D'une part, préparer les jeunes à leur avenir. Et ça, tout le monde le sait. Et quand un gosse ne travaille pas, on lui dit tu ne passeras pas le bac, tu n'auras pas le brevet, tu ne passeras pas en classe supérieure, qu'est-ce qu'on fera de toi dans la vie, qu'est-ce que tu deviendras, etc. On pense avenir. L'école pour l'avenir. Mais qu'il y a une seconde fonction qu'on passe sous silence, c'est l'école au présent. Les enfants dans notre société passent à l'école 20 ans de leur vie, au moins, si je compte la fac, je ne sais plus combien d'années, les plus belles années de leur vie. Et alors ce qui m'intéresse, c'est la joie qu'ils ont pendant qu'ils sont à l'école. L'école, non pas seulement comme préparation, ce que je ne nie pas naturellement, ce qui serait stupide de nier, il faut qu'ils apprennent à être des hommes, à tout point de vue, il faut qu'ils apprennent à gagner leur vie, il faut qu'ils se préparent, mais pendant qu'ils y sont, je veux qu'ils aient des joies. Et quand ils font des fautes d'orthographe, je voudrais qu'on leur dise pas seulement « ça te desservira plus tard », mais qu'on leur dise « c'est dommage pour maintenant de déformer les mots et de ne pas les montrer dans leur beauté ». La joie présente à l'école, la joie culturelle présente, parce que, naturellement, heureusement, nos enfants ont des joies à l'école. Ils ont la joie des copains, ils ont la joie des récrés, des vacances, ils ont toutes les joies de la jeunesse, de draguer, de s'amuser. La joie spécifique de l'école, c'est ce que j'appelle la joie culturelle. Parce que notre terrain à nous, c'est la culture. Alors ce qui m'intéresse, c'est la joie culturelle présente des enfants. La joie de la découverte. Tout à l'heure, vous avez parlé des mathématiques. Oui. Et c'est Gaston Bachelard qui évoque la joie d'un enfant qui comprend quelque chose. Voilà. C'est celle-ci dont vous parlez. C'est celle-là. Mais je veux non seulement... Alors je veux deux choses. Je veux qu'ils comprennent quelque chose et je dirais presque qu'ils comprennent quelque chose de joyeux. Ce que disait Einstein, par ma bouche tout à l'heure, il avait compris que les trois hauteurs d'un triangle se coupent au même point, et il avait compris quelque chose de joyeux, c'est que la pensée humaine, enfin, naturellement, c'est pas 12 ans qu'il l'a dit, c'est après, que la pensée humaine n'était pas faussée, que ce que nous pensions n'était pas comme ça, des choses en l'air, mais que ça rejoignait la réalité, que l'homme n'était pas perdu dans le monde, si vous voulez. Et c'est la grande joie des mathématiques, à mon avis. Elles sont bonnes pourvoyeuses de joie, les mathématiques. Elles sont pourvoyeuses de joie, une fois qu'on sent bien que la joie, c'est de penser que nous ne sommes pas perdus dans un monde qui ne nous comprend pas, que nous ne comprenons pas, mais que nous sommes dans un monde où nous sommes à notre place, où notre pensée est à sa place. Quand je demande aux élèves ce qu'ils font en musique, et je ne sais combien de fois je l'ai demandé, au collège ou à l'école primaire, au collège surtout, ils me disent on fait de la flûte, on fait du solfège, on fait de l'histoire de la musique, on fait du chant, et je leur demande et vous écoutez des disques? Ah oui, parfois, on écoute des disques, ça leur paraît une espèce de récompense quand ils ont été sages, alors qu'à mon avis, tout l'enseignement de la musique a un seul but, c'est d'écouter, c'est de parvenir à une écoute. Une écoute sensible. À une écoute ressentir. plus sensible, plus attentionnée de ce que c'est vibrer, la musique, c'est une vibration. Apprendre à un enfant à jouer du piano, ou du violon, ou n'importe quel instrument, de la flûte, il jouera toujours mal des choses de second degré, de second genre.
il jouera toujours assez mal des choses qui n'ont pas grande valeur. C'est utile malgré tout dans la mesure où ça lui permet peut-être de mieux entendre les vrais pianistes jouant les vraies grandes œuvres. Et c'est la même chose en littérature. Tout ce qu'on fait en littérature, savoir l'orthographe, savoir accorder les verbes, etc., savoir la grammaire, tout cela est pour moi dirigé vers une meilleure possibilité d'aimer Victor Hugo, même s'il est vieux, ou d'aimer le Victor Hugo d'aujourd'hui, dont je ne sais pas dire le nom. Toute l'école me paraît dirigée vers la joie que donnent les chefs-d'œuvre. Tous les chefs-d'œuvre, toutes les créations. Justement. Non, toutes les créations ne sont pas des chefs-d'œuvre. Mais toutes les créations sont respectables, parce que c'est là où l'homme, justement, est lui-même. Sont... Les chefs-d'œuvre, c'est quand l'homme se transcende. C'est ça, elles sont... Mais si on met seulement un certain type d'œuvre sur un piédestal, finalement, je crois que ça inhibe plus les élèves à créer. Et bon, ils vont rester toujours dans la reproduction, c'est-à-dire essayer d'imiter un tel. Et donc, au moment où ça ne marche plus, on rejette, quoi. De toute façon, ce qu'on appelle création, chez tout le monde, est pendant longtemps une imitation. Les textes libres de Freinet sont évidemment des... Comment ? Il y a une part qui est nous-mêmes, c'est faire quelque chose de nous-mêmes à partir de ce que les autres auront pu faire. Plus le modèle est éloigné, si vous parlez de hauteur, plus cette imitation dont vous parlez est difficile et convainc chacun de sa quasi-nullité, si vous mettez la barre très haut. Je ne suis pas nul parce que je ne suis pas génial. Il faut bien admettre que... Enfin, peut-être pas vous. Je ne sais pas. Je ne suis pas génial. C'est très ennuyeux, mais c'est comme ça. Je ne suis pas un grand pianiste, je ne suis pas un grand philosophe, je ne suis pas génial. Il faut l'admettre. Il y a des génies et je n'en suis pas. On va terminer cette rencontre-là et j'aimerais juste reprendre rapidement ce qui a été dit et échangé au niveau des œuvres et des chefs-d'œuvre, où on a eu cet échange autour des notions de passivité, activité, production, réception un petit peu, et qu'est-ce qu'on demande aux élèves dans les classes. Et c'est vrai que l'intérêt pour moi est de favoriser l'œuvre que va produire l'élève à partir des œuvres et chefs-d'œuvre des autres, au contact desquels on pourra le mettre. Et pour moi, le chef-d'œuvre, et pour faire le lien avec ce que vous travaillez de la joie, le chef-d'œuvre, ça sera aussi de voir apparaître sur les lèvres d'un enfant à l'école un sourire, voire un rire. Bon, après toute la conversation qu'on a eue, moi j'ai l'impression que l'école fera de véritables progrès quand elle mettra hors de l'école la hiérarchie. Même pas hors de l'école, hors de la société aussi peut-être. Mais ça c'est idéaliste, je crois. Mais la hiérarchie entre quoi et quoi? Pas la hiérarchie de valeurs humaines. Toute hiérarchie. Valeurs humaines, de sexe, on parlait du fait qu'il y a progrès pour les femmes. Bon, ben, pareil, les femmes et hommes sont différents. Bon, le problème qu'il y a, c'est que l'un pense qu'il est supérieur et l'autre croit, à force de l'avoir entendu, qu'il est inférieur. Et c'est la hiérarchie qui pose problème, finalement, à mon sens. Donc, pour moi, l'école fera de véritables progrès quand il n'y aura plus de hiérarchie cultivée au sein de l'école. Mais un entre-deux constructif. Voilà. Entre des différences reconnues et assumées, peut-être. Bon, moi, je dirais que je craignais cet entretien pendant les 8 jours où j'ai repréparé les notes. Maintenant, je suis heureux de l'avoir fait, pas seulement parce qu'il est fait, mais parce que ça a amené tout de même à reposer et à repenser, grâce à la présence de vous deux, de vous trois, des interrogations. Mon problème ultime étant de me demander à quelles conditions il est possible
que l'école ne soit pas seulement un moment pour se préparer à, mais un moment qu'on aime vivre et où on se sente plus heureux de vivre et en progrès dans la vie. Merci beaucoup, Georges Snyders.